Alors, je commence à l'heure où l'orateur suivant doit commencer, donc je suis désolé, je ne vais pas rattraper le retard. J'ai aussi la réputation de parler un petit peu longtemps, mais je vais essayer de tenir quand même le temps de la demi-heure impartie. Donc, la proposition de Topo était extension des indications de l'échographie thoracique. Cependant, je me suis volontairement limité, sinon ça aurait été pire, finalement à l'échographie pleurale. On est dans une session de pathologie pleurale, et donc je ne parlerai pas du tout de l'extension de l'échographie thoracique sur l'exploration du diaphragme, qui est pourtant absolument fondamentale, ni sur les nouvelles modalités d'exploration des pathologies pulmonaires, qui est aussi relativement importante. Et puis pour pouvoir dire l'extension des indications, bien sûr, il faut se rappeler quelles sont les indications actuelles reconnues. Et donc, juste en deux ou trois plaques, je vous rappelle que l'échographie thoracique, l'échographie pleurale augmente de manière extrêmement claire l'efficacité des abords pleuraux, quels qu'ils soient, que ce soit la ponction, les biopsies ou le drainage, et ça diminue les risques de manière franche, à condition d'être réalisé par le clinicien dans la position de la ponction au moment de la ponction. C'est pour ça qu'on ne parle que d'échographie clinique réalisée par le clinicien. Et la littérature est quand même abondante. Les premières publications qui ont montré l'efficacité de l'échographie thoracique datent du milieu des années 60. Donc vous voyez, je fais une actualité sur une littérature déjà très ancienne. Et l'abondance de cette littérature a permis d'avoir déjà les premières recommandations internationales, qui étaient celles de la British Thoracic Society en 2010, où il était fortement recommandé de pratiquer un échoguidage avant tout abord pleural d'une pleurésie. Et il ne faut pas faire un repérage écho et une ponction dans un second temps, c'est vraiment l'échographie clinique qui compte. Plus récemment, la Société américaine de médecine hospitalière, en 2018, a aussi sorti ses recommandations sur l'intérêt de l'échographie, et là aussi, recommandation simple, il faut faire une écho avant toute thoracosynthèse. C'est clair, c'est net, il n'y a pas photo, la littérature est évidente. Si on veut être dans l'évidence-based médecine, il faut faire de l'écho avant un abord pleural. Dans cette excellente revue de monographie de l'ERS sur l'échographie thoracique qui est parue en 2018, Corcoran, dans le chapitre sur les procédures écho-guidées, disait cette phrase que je partage, que actuellement l'évidence de la littérature est telle que ne pas faire une échographie avant un geste pleural est juste considéré comme indéfendable actuellement. Il y a vraiment la littérature. Si on veut être dans l'évidence-based médecine, il faut faire une écho avant un abord pleural quel qu'il soit. Alors, je passe assez rapidement là-dessus. L'écho des procédures pleurales, vous reconnaissez quelques images. Je vais voir si ce truc marche. Oh, c'est magnifique. Donc, on choisit toujours la profondeur la plus importante. Surtout, un truc qu'on apprend dans nos formations, et je le redirai encore tout à l'heure sur la fin, toujours repérer le diaphragme et à gauche la rate avant de ponctionner. C'est le piège de l'échographie. Et une rate peut avoir la même échogénicité qu'une pleurésie échogène compliquée. Et ça, c'est le piège classique. Donc faites attention à ça. Et puis, on peut éventuellement suivre l'aiguille pendant le... Voilà. On peut suivre l'aiguille pendant le geste, et le suivi échographique lors des évacuations pleurales augmente aussi la sécurité. Et puis dernier point, on peut tout à fait faire le repérage des vaisseaux pour limiter le risque hémorragique. Alors une fois qu'on a vu ça, finalement, quelles sont les extensions d'indication? Ça, c'est l'évidence. L'évidence, c'est bien sûr, quand vous faites une ponction pleurale, un drainage thoracique, une biopsie pleurale, vous faites une échographie auparavant. Mais finalement, on s'aperçoit que l'écho peut avoir des intérêts largement plus importants. Déjà, dès le diagnostic, l'échographie est finalement bien meilleure que l'examen clinique, ça on le sait, et que la radiographie thoracique. On le sait depuis longtemps. Liechtenstein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un réanimateur de l'hôpital Ambroise Paré dans la région parisienne, qui est un des pionniers de l'échographie thoracique de réanimation. Et il a publié dans le milieu des années 2000 tout un tas d'études sur l'intérêt de l'échographie thoracique dans cette situation. Et vous voyez que la sensibilité et spécificité de l'échographie thoracique comparée à l'auscultation à la radiothorax, il n'y a pas photo, l'échographie fait mieux. Et alors ça peut être intéressant dans certaines circonstances. L'enfant, on essaie de limiter l'irradiation. Vous voyez dans cette étude sur des pneumonies chez l'enfant aux urgences,
214 pneumonies, et vous voyez que l'échographie a retrouvé toutes les pleurésies parapneumoniques, et c'est important d'avoir ce diagnostic qui est quand même pronostique, alors que la radio n'avait une sensibilité que de 42%. C'est-à-dire qu'on sait que la pleurésie est une complication potentielle de la pneumonie, qu'il faut avoir ce diagnostic précoce pour la prendre en charge comme il faut, et finalement vous demandez une radiographie thoracique, qui est un examen qui n'a une sensibilité que de 40%. Donc vous demandez un examen qui va rater plus de la majorité de la complication que vous cherchez, ce qui n'est pas très raisonnable. Et alors, comme exemple, là, vous voyez ici cette patiente qui vient avec un syndrome fébrile, on voit bien cette opacité de la base, on voit qu'il y a une ligne de damoiseau, il y a sûrement une pleurésie, on voit qu'il y a du bronchogramme aérique, il y a sûrement une pneumonie, mais la part de l'un et de l'autre dedans n'est pas faisable simplement sur la radio, alors que vous avez l'image échographique à côté, vous voyez parfaitement bien la pneumonie et le syndrome alvéolaire qui existent, et vous voyez cette pleurésie qui ne paraît pas très très importante. Cependant, ceux qui ont assisté à l'atelier et ceux qui connaissent un petit peu, vous voyez en sous-pulmonaire que cette pleurésie est un exsudat avec un signe du plancton, que ça veut dire que c'est très inflammatoire, et cette patiente, on a évacué 600 ml avec le suivi échographique quotidien, ce qui a permis de vérifier l'absence de récidive de cette pleurésie. Et donc, je vous ai dit, c'est un liquide échogène, et finalement, vous savez que la prise en charge des pathologies pleurales repose sur cette première étape qui est est-ce un transsudat, est-ce un exsudat, pour faire la suite. Donc il faut commencer par ponctionner pour commencer à réfléchir après. Est-ce qu'on peut commencer à réfléchir avant? Oui, parce que le diagnostic de mécanisme peut être obtenu avec l'échographie relativement précocement. C'est des études déjà anciennes, hein. Young, c'était 1992, vous voyez, ça fait longtemps qu'on sait ce genre de choses. Et en fait, on sait qu'un transsudat est toujours anéchogène. Vous voyez dans ces images-là, sur les 96 exsudats, on avait un aspect anéchogène dans tous les cas des transsudats. Par contre, un exsudat peut être anéchogène. Par contre, quand on a un liquide qui est complexe, qui est cloisonné, c'est toujours parce qu'il y a une concentration de protéines importante ou une concentration de cellules, et c'est toujours associé à un exsudat. Ce qui fait qu'à partir du moment où on a ces liquides échogènes, eh bien, on peut d'emblée savoir qu'il s'agit d'un exsudat. Alors, le liquide échogène, qu'est-ce que c'est? Il faut faire un petit peu attention quand on fait l'échographie, parce qu'il ne faut pas le confondre avec des artefacts qui peuvent exister au sein du liquide. Et le liquide échogène, c'est un liquide avec plein de petits points qui vont être mobiles avec la respiration. C'est ce qui s'appelle le liquide tourbillonnant ou swelling sign des anglo-saxons qu'en France, on appelle le signe du plancton. Et quand on voit ce genre d'image dès la première écho, je vais essayer de voir si j'arrive à faire la même chose que tout à l'heure. C'est pas assez précis, c'est pas grave, je ne le fais pas. Et donc vous voyez que vous avez une espèce de tourbillonnement de tous les petits points dans la pleurésie. Vous savez que c'est un liquide obligatoirement riche en protéines ou riche en cellules, qui est toujours associé à un exsudat. Plus que ça, c'est même souvent associé à une pleurésie néoplasique. Et vous voyez dans cette étude de Budalo, quand il y avait un signe du plancton, dans 80% des cas, c'était une pleurésie néoplasique. On ne peut pas s'en servir de manière suffisante pour ça. Vous voyez que ça existe aussi sur des pleurésies non néoplasiques. Mais cette orientation diagnostique, on a l'orientation du mécanisme. Est-ce qu'on peut avoir une orientation diagnostique un petit peu plus avancée? Eh bien, en fait, quand on regarde bien, on va pouvoir voir d'autres choses et on peut avoir cette orientation vers la malignité assez précocement. Et vous voyez que on peut retrouver des nodules au niveau de la plèvre pariétale ou diaphragmatique, un épaississement pleural, en particulier des épaississements focaux de petite importance, ou des lésions nodulaires hépatiques. Et dans cette étude, vous voyez la sensibilité et la spécificité de chacun de ces signes est tout associé. On avait une sensibilité aux alentours de 79%, une spécificité de 100%. Quand on poule un petit peu toutes les études, on est plutôt à 73-80% de sensibilité, une spécificité qui n'est pas 100%, mais qui est quand même assez élevée. C'est-à-dire que dès le premier examen, comme par exemple chez cette patiente qui arrive avec une dyspnée d'effort évoluant depuis 3 semaines, pas de fièvre, elle a une radiographie retrouvant un épanchement pleural, on lui fait l'écho, et vous voyez sur le film de gauche, le diaphragme avec un épaississement nodulaire diaphragmatique. On affirme d'emblée qu'il s'agit d'une pleurésie néoplasique et l'objectif c'est d'obtenir une histologie. Et quand vous avez l'image de droite, vous voyez ce nodule sous-pleural dans le cul-de-sac, c'est-à-dire sur un cul-de-sac à la jonction axillaire antérieure, et le premier geste effectué n'est pas la ponction pleurale, le premier geste effectué est la biopsie de cette lésion, plus l'évacuation pleurale, ce qui nous permet d'avoir directement le diagnostic histologique.
On a d'autres éléments, et en particulier le cloisonnement. Autant l'imagerie par rayon X peut retrouver des éléments d'enquistement, et vous voyez sur cette radio, quand vous avez cet aspect suspendu d'une pleurésie, on sait, quand on est dans le cadre par exemple d'une pleurésie infectieuse, on sait qu'on est dans une pleurésie compliquée. Vous voyez sur le scanner aussi cet aspect multi-enquisté, donc ça on sait déjà que c'est compliqué, mais l'aspect multi-cloisonné à l'intérieur d'un épanchement, qui aussi prédit la difficulté ou non de drainer et de ponctionner, il n'y a que l'écho qui peut nous donner cette information. Et vous voyez par exemple ce patient de 64 ans qui est venu suivi pour un cancer du poumon, qui vient pour une dyspnée, avec sur le scanner cette pleurésie bilatérale. Vous ne pouvez pas savoir si elle est cloisonnée ou pas. Elle est ponctionnée de 300 cc, ça ne change rien. Quand on fait l'écho, on voit l'aspect multicloisonné. Et sur l'image de droite, vous voyez qu'on a mis l'aiguille au centre de chacune des poches. On a pu évacuer 1200 ml avec une amélioration clinique rapide. Ça augmente la rentabilité diagnostique des différents gestes, et le principe de base, c'est ce qui est éco-visible est éco-ponctionnable. Alors faut-il ponctionner une pleurésie minime? Tout dépend du contexte. Si vous avez une masse pulmonaire sous-pleurale périphérique avec cet épanchement, oui bien sûr, il faut ponctionner si vous avez une cytologie positive et vous le transformez d'emblée en MAA. Donc ça change complètement les choses, et ça permet d'éviter l'étape thoracoscopie exploratrice avant de décider de la suite. Dans ces cas-là, bien sûr, c'est sous éco-guidage en temps réel, et vous voyez les deux images où vous pouvez faire dans l'axe de la sonde ou de manière perpendiculaire, bien sûr avec une gaine de protection stérile et tout en stérile, mais vous pouvez suivre en continu la localisation de votre aiguille et d'aller ponctionner directement. Ça se fait avec le plus souvent une aiguille à bout mousse pour ne pas risquer quoi que ce soit, et bien sûr par un opérateur expérimenté. Ce n'est pas mes externes qui font ce genre de ponction. Ça améliore aussi la rentabilité des biopsies pleurales. On a tous appris que la biopsie pleurale, c'est bien dans la tuberculose, dans le cancer, ça ne sert à rien parce que la sensibilité est trop faible. C'est pas si vrai que ça. Et dans cette étude qui a comparé une époque d'éco-guidage par rapport à une époque non éco-guidée antérieure, vous voyez que récupérer du tissu, quand on sait faire techniquement la biopsie pleurale, on a du tissu pleural dans la grande majorité des cas, plus de 90%, donc ça, il n'y a pas de différence. Pour la tuberculose, vous savez que l'inflammation tuberculeuse est diffuse dans la plèvre, donc récupérer à l'aveugle, il n'y a pas de problème, on n'a pas de différence là-dessus. Par contre, dans la pathologie cancéreuse, vous voyez qu'il y a une différence qui est quand même assez nette. On passe de 60% de sensibilité de la biopsie pleurale à l'aiguille à plus de 75%, ce qui donc redonne toute une place pour les biopsies pleurales à l'aiguille en première intention, surtout quand vous avez une pachypleurite localisée. Donc là, vous voyez une image échographique. Sur le film, vous voyez que l'on a juste sous la paroi cette petite pachypleurite irrégulière. Et quand on va aller biopsier avec l'aiguille de Castellin directement à cet endroit, eh bien, vous avez à peu près la certitude d'avoir le diagnostic dès le premier examen. Et nous, quand on voit un patient arriver avec une pleurésie froide et ce genre d'image, notre premier geste n'est pas la ponction pleurale exploratrice, c'est la biopsie pleurale à l'aiguille. Dès que ça devient un petit peu plus gros, eh bien, dès qu'on a des masses pleurales qui existent, et je vous rappelle que le scanner d'exploration des pleurésies doit se faire avant l'évacuation et avec une injection et des scanners au temps tardif pour vraiment voir le rehaussement de ces pachypleurites tumorales. Quand on voit ce genre de masse qui existe dans la pleurésie, vous voyez la première échographie qui est là avec cette masse tumorale pleurale, et c'est l'image de la biopsie pleurale à l'aiguille. Et cette fois-ci, on prend les mêmes aiguilles que les biopsies sous scan, des aiguilles semi-automatiques ou automatiques, et on a directement le résultat en visualisant en temps direct que l'on est bien dans la lésion. Sur l'image de droite, en fait, c'était une patiente qui venait avec des douleurs thoraciques. Vous voyez que là, il n'y a pas de pleurésie. On est juste sur une pachypleurite et avec un épaississement scissural. Elle n'avait pas d'exposition à l'amiante, mais elle avait été radiothérapiée auparavant sur un cancer du sein. Et l'image d'en dessous, c'est raté. Et l'image d'en dessous, c'est la biopsie pleurale à l'aiguille, directement de la masse tumorale, qui nous a donné le diagnostic de mésothéliome pleural malin. Après la ponction, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien là aussi, on a l'écho, et bien on va rechercher le pneumothorax post-ponction. Et d'ailleurs, le pneumothorax après geste invasif
a une sensibilité bien meilleure que la radio de thorax au lit. Et là aussi, on est dans les méta-analyses qui existent depuis un petit moment. Vous voyez par exemple celle d'Al-Raji qui était parue en 2012. 8 articles, plus de 1000 patients, il n'y a pas photo. Sensibilité de l'écho 90%, spécificité 98%, sensibilité de la radio 50%. C'est-à-dire que quand vous demandez une radio après une ponction pleurale en réanimation ou chez un patient fatigué au lit, vous demandez un examen qui va rater 50% de la complication que vous cherchez, ce qui n'est quand même franchement pas raisonnable. Donc, de manière très claire, l'écho est supérieur à la radio pour la détection du pneumothorax et doit la remplacer. Et au vu de ces recommandations, finalement, au vu de cette littérature qui est quand même abondante, dans les dernières recommandations de la Société américaine de médecine hospitalière, dans celle que j'ai déjà citée tout à l'heure, on va un peu plus loin. La recommandation, c'est il ne faut pas faire une radio après un geste pleural si vous avez les signes de la présence de poumons et que le patient est asymptomatique. Donc on va plus loin du côté oui mais c'est obligatoire de faire une radio après un geste pleural. Là c'est le contraire, les recommandations c'est il ne faut pas faire. Si vous faites une radio, c'est inutile et vous êtes en tort. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic de pneumothorax post-ponction? Alors nous on suit systématiquement en éco-guidage direct nos évacuations. Et en fait, sur le film de gauche, vous voyez l'apparition de plein de petits échos hyper brillants au sein du liquide. Ça s'appelle le syndrome microbulaire et c'est pathognomonique de l'apparition d'un hydropneumothorax. Quand vous avez ça, ça apparaît tout de suite. Et sur l'image d'après, c'est le signe du rideau, c'est-à-dire l'air de l'hydropneumothorax qui vient masquer de son cône d'ombre impur les structures sous-jacentes. Donc vous voyez la pleurésie, vous voyez le poumon aéré sous-jacent et vous voyez ce cône d'ombre qui vient masquer les structures en dessous, et ça c'est pathognomonique de l'hydropneumothorax. Donc c'est très simple à repérer. Et puis, donc on n'a pas fait la radio après, mais quand on revoit le patient qu'on a vidé auparavant, est-ce qu'on refait la radio pour savoir si ça a augmenté ou pas? Je vous ai mis un exemple de 2 radios en haut. Vous voyez, c'est radio chez le même patient, et c'est même le même jour. Et alors, lequel il y a le plus de liquide? Eh bien, en fait, entre les deux, il y a un drainage thoracique et 1200 ml de liquide qui sont évacués. Vous voyez que c'est franchement pas évident. Tout simplement, c'est une patiente BPCO avec une distension thoracique, donc le poumon flotte sur le liquide et c'est le foie qui s'abaisse et c'est pas du tout les images aussi simples de pleurésie habituelle. Alors, on dit souvent, est-ce qu'on peut évaluer le volume précisément d'une pleurésie de manière extrêmement claire? Eh bien, l'écho, c'est supérieur à la radio, mais il n'y a aucune bonne méthode pour pouvoir déterminer le volume. Et de toute façon, ça tombe très bien, car il n'y a strictement aucun algorithme décisionnel de la pleurésie qui repose sur un volume. Par contre, sur le suivi, c'est important d'avoir des mesures de volume après avoir fait l'évacuation, ce qui nous permet de suivre ces éléments. Ça, c'est ce qu'on apprend dans nos formations, où on va faire la distance à la peau, c'est pour aider à la ponction, pour vérifier que l'aiguille est suffisamment longue. On mesure l'épaisseur de l'épanchement entre la paroi et le poumon aéré, l'épaisseur sous-pulmonaire et la hauteur sous-pulmonaire, pardon, et l'épaisseur sous-pulmonaire, la flèche rouge, qui est la profondeur maximale. Et avec ça, c'est très simple, quand on a évacué le liquide, de dire on a un épanchement qui existe sur un espace intercostal et qui mesure 3 cm d'épaisseur. Et quand on revoit le patient une semaine plus tard et qu'on le voit sur 3 espaces intercostaux et qui mesure 7 cm d'épaisseur, il n'y a pas de problème, ça a augmenté de taille. On n'a pas besoin de faire les radios successives pour le faire. Enfin, le dernier point, c'est l'aide au traitement. Eh bien, voilà, les thoracoscopies. Thoracoscopie, on fait de la pleuroscopie médicale, mais ça marche aussi pour les thoracoscopies vidéoassistées des chirurgiens. Dans la position de la ponction, vous voyez en bas à gauche le professeur Philippe Astoul qui est en train d'enseigner la thoracoscopie. On fait l'échographie directement, on détermine le point d'entrée, on repère le diaphragme, on vérifie qu'il y a un glissement et du liquide qui est en dessous, et avec ça, on diminue les risques sous-jacents. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit bien sûr beaucoup mieux le cloisonnement, et quand on arrive dans la cavité pleurale, on sait exactement où on est, on voit ce même cloisonnement qui existe. Alors il y a la littérature qui est abondante, et parmi les choses qui sont très très importantes, vous voyez dans cette étude, vous aviez près de 17% d'échecs d'accès à la cavité pleurale quand on faisait la thoracoscopie quand c'est pas éco-guidé, c'est 0 quand c'est éco-guidé. Et même chose sur l'acceptation, bien sûr on voit tout à l'échographie. Écho et drainage, même chose, nous on met plein de drains tunnalisés à demeure dans le cadre de la prise en charge des pleurésies néoplasiques. Quand ça n'était pas éco-guidé, Alain Tremblay, qui a une des plus grandes expériences, parce qu'il a commencé très tôt au Canada de poser des drains tunnelisés, il avait des échecs de pose, 4%, sous éco-guidage, l'échec de pose n'existe pas.
Nous, on a posé plus de 300 drains, on n'a jamais eu d'échec de pose, il n'y a absolument aucun problème. Et puis des choses qui sont intéressantes et qui vont se développer probablement très rapidement dorénavant, c'est que même en chirurgie, dans la décision de dédrainage après chirurgie thoracique, finalement, quand on est en éco-guidage et qu'on fait la décision sur les données écho, eh bien on ralentit, on diminue de manière franche la durée de drainage et on diminue le nombre de complications, les complications étant beaucoup liées à la durée de drainage. Donc là, on a dans le GECO un groupe GECO-CHIR qui vient de se créer, qui va faire une formation spécifiquement dédiée aux chirurgiens, parce que même chez eux, ça devient un incontournable. Et puis ça, c'est des petites anecdotes, mais nous, on fait beaucoup de traitements intrapleural. Donc vous pouvez voir si mon film marche. C'est l'autre qui marche. De temps en temps, quand on ponctionne, on a du mal à voir l'aiguille. Pour vérifier qu'on est bien dans la cavité pleurale, il suffit d'injecter d'un petit peu de liquide, de le réaspirer, de le réinjecter. Et on a un syndrome microbulaire qui apparaît. Donc on sait qu'on est dans la plèvre et qu'on n'est pas ailleurs et qu'on peut injecter les choses. Alors tout ça, ça donne envie. Enfin, j'espère que ça vous donne envie. En tout cas, nous, ça nous a changé la vie et ça change complètement la façon de prendre en charge les patients, en particulier qui ont une pathologie pleurale. Mais par contre, une chose qui est absolument fondamentale, c'est que l'apprentissage est nécessaire. Et on ne peut pas se lancer à l'échographie thoracique sans un apprentissage dédié. C'est l'échographie d'organes la plus facile à apprendre, et on va le voir dans un instant. Il y a une excellente concordance entre les apprenants et les experts après quelques examens, mais après une formation dédiée. Et attention à la pratique sans formation, et je vous donne ce petit cas clinique qui est paru en 2016. Un homme de 61 ans, une pleurésie infectieuse gauche, on lui draine 800 ml. Tout va mieux, on enlève le drain, le patient récidive, et donc là, ils font une écho, ils voient une poche, ils mettent le drain dedans. Donc on n'arrête pas de dire dans nos formations, la rate est un piège, ça peut avoir exactement la même échogénicité, vous voyez le drain qui traverse la rate, qui termine dans l'estomac, donc attention, c'est un échogène, c'est du liquide et je mets le drain dedans, non. C'est un échogène, je suis à gauche, je ne ponctionne pas si je n'ai pas repéré le diaphragme, je ne ponctionne pas si je n'ai pas repéré la rate, si j'ai un doute, je fais d'autres examens pour le voir. Donc la formation à l'échographie thoracique, c'est assez simple, elle est assez bien organisée dorénavant, mais il y a quelques études qui ont parfaitement montré ça. Cazès 2013 sur l'échographie thoracique aux urgences. Ce qui est intéressant, c'est qu'après une formation théorique adaptée, une dizaine d'examens, c'est le sujet sain, les étudiants étaient léchés aux urgences, on comparait les comptes rendus. Pour l'existence d'une pleurésie, c'est 100% de concordance dès la première écho. Pour vous donner la différence, dans cet article, pour le diagnostic d'une cholécystite, c'était 70% de concordance après 30 échos. Donc vraiment, c'est du oui-non, c'est très facile. Bégaud 2014, même chose, et surtout Galbois 2010. C'est le diagnostic de pneumothorax résiduel après drainage. Les internes avaient 2 heures de formation. Dès la première écho, ils avaient la même concordance que les seniors expérimentés. Donc c'est vraiment du oui-non, c'est très simple. Alors quelle formation? Une formation dédiée aux pneumologues pour la formation clinique. Au GECO, c'était vraiment le but de la création de ce groupe de la SPLF, c'était de faire une formation tout azimut. Et nous avons maintenant 25 centres de formation en France. On a formé plus de 1500 pneumologues et dorénavant, c'est inscrit dans le DES de pneumologie, la formation à l'échographie thoracique et tous les internes sont formés à l'échographie dans leurs différentes facultés. Et puis vous voyez qu'on a fait des petits, vu qu'on a créé des groupes de formation à leur demande bien sûr. Le GETA en Algérie, le GECO Pologne qui a déjà commencé, le GECO Vietnam. Et puis, je peux faire l'annonce un petit peu en avance, même si ce n'est pas encore complètement entériné. Mais nous allons avoir bientôt ici le JET, le groupe échographie thoracique tunisien, sous l'énergie de Islam Mejri qui est là et qui est médecin militaire à Tunis. Et donc avec une formation équivalente à celle du GECO, mais qui va permettre d'avoir les formations pratiques ici, avec le but de pouvoir l'étendre sur plusieurs villes de Tunisie, que ce soit au nord, au milieu et au sud de la Tunisie. Donc vraiment, avoir l'échographie, ça a changé la vie. Une petite anecdote, il y avait un tweet récent de la société de pleurologie anglaise, sous l'égide de Nick Maskell et Najid Rahman. Et en fait, ils ont demandé aux jeunes pneumologues, aux jeunes internes de pneumologie, quelle était la sous-spécialité qu'ils voulaient. En Angleterre, c'est la pleurologie qui arrive en premier. En France, on est loin de ça, mais voilà, le message c'est que beaucoup de gens ont eu peur de l'abord pleural à du fait des risques potentiels. L'échographie doit permettre de se réapproprier la plèvre et de faire vite et bien chez ces patients-là. Et avec la formation des nouveaux internes, j'espère que dans quelques années, nous aurons le même enthousiasme des jeunes pneumologues pour la pleurologie. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je viens justement de partager en direct votre communication avec nos amis algériens. Ils étaient ravis, ils étaient beaucoup à suivre votre communication. Sans plus tarder, je pense qu'on va passer aux questions, s'il y a des questions en salle. C'était limpide, il n'y a pas de questions. Il faut s'y mettre. Peut-être une petite question, puisqu'on bénéficie d'un expert pneumologue et d'un expert radiologue. Alors, quelle est la place du coup, enfin, dans quel cas de figure vous recommanderiez d'aller vers le scanner pour poser le drain? Et est-ce qu'il y a quand même des écueils, en fait, soit en termes de confort de patient, soit qui font plus choisir l'un que l'autre, et la place du scan, du coup, pour poser les drains et ponctionner? La première réflexion avec ça, c'est celui qui pose, c'est celui qui sait faire. La deuxième chose, c'est qu'en particulier, quand on a la pathologie infectieuse, c'est celui qui sait faire en urgence. Tu as Bichat, donc par exemple à Bichat, Antoine Khalil, après que l'on ait travaillé sur les recommandations sur la prise en charge des pleurésies infectieuses, a rajouté la pleurésie infectieuse dans les urgences diagnostiques et thérapeutiques du scanner, ce qui fait que dans les gardes du scanner, si à 3 h du matin, il y a une pleurésie purulente compliquée qui arrive, les radiologues font le scanner en urgence et drainent. Donc voilà, c'est celui qui sait faire à ce moment-là. C'est toujours une histoire de compétence. Donc quand on sait faire, il n'y a pas de problème. Par contre, bien évidemment, dans les pleurésies complexes, je ne draine jamais une pleurésie complexe sans avoir un scanner injecté auparavant pour m'aider sur le repérage écho, sur les choses de genre. C'est absolument fondamental. Mais chez moi, par exemple, j'ai aucun radiologue interventionnel. Même mes réanimateurs me demandent de venir poser les drains chez eux. Donc voilà, on a une expertise qui permet. Le problème, c'est pas une question de spécialité. Comme je le dis toujours, une technique n'appartient pas à une spécialité, la technique appartient à une pathologie. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se donner les moyens de pouvoir, par exemple, sur les pleurésies infectieuses compliquées, il faut avoir un drainage en urgence, peu importe le circuit. Si c'est le réanimateur, le pneumologue, le radiologue ou le chirurgien, il faut que ce soit fait en urgence et que dans tous les hôpitaux, il y ait des circuits qui permettent une prise en charge optimale, et le délai de prise en charge est catastrophique. Oui, puis comme tu le dis, on n'a pas tous eu encore la chance de bénéficier de ta formation, donc... ça va venir, on est partout. J'avoue que j'appelle mes radiologues quand ça m'arrive. Mais surtout à Bichat, où il y a des radiologues interventionnels sans aucun problème. À Bordeaux... ça se passe comment? Les radiologues sont interventionnels ou les pneumologues le sont? C'est les réanimateurs? Merci. On fait beaucoup moins de drainage maintenant que les pneumologues savent bien faire de l'échographie. Ça, c'est clair. Tout ce que vous avez dit, je souscris totalement. Hein, c'est exactement ça. Mais on fait encore des drainages, effectivement, des pleurésies complexes. Et il y a une garde de radiologues interventionnels. Enfin, il y a une astreinte de radiologues interventionnels qui se déplacent, parce que nous, on travaille sur 3 hôpitaux à Bordeaux, donc qui se déplacent là où est le patient et qui sait drainer. Voilà. Mais c'est vraiment le message, c'est-à-dire que si on dit c'est le radiologue, le risque c'est la pleurésie infectieuse du vendredi soir qui va être drainée le lundi matin, c'est catastrophique. Ça, il ne faut pas que ce soit ça. Donc les hôpitaux qui ont mis en place en effet de la radiologie interventionnelle, toujours quand on fait les topos ensemble avec Antoine Khalil, ils montrent toujours les poches pleurales paramédiastinales qui ne peuvent pas être accédées. Donc il y a en effet que le drainage sur scanner qui peut accéder. Donc c'est une évidence. Hein, S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une limitation d'âge? Pour apprendre? Une limitation d'âge pour pratiquer l'écho? Aucune. Thoracique, à partir de quel âge? Chez le nouveau-né, nourrissant? Ah, c'est pas pour apprendre, c'est... alors, non, il y a une réanimatrice pédiatre qui s'appelle Nadia Youssef et qui œuvre à Bicêtre et qui a créé une formation européenne à l'échographie de néonatologie. Et en néonatologie, ça change complètement la donne. Et il n'y a plus aucune place pour la radio et pour le scanner
l'échographie donne toujours les informations qu'on veut. Le pneumothorax néonatal, c'est quelque chose quand même d'assez fréquent. L'écho fait le diagnostic tout le temps. Sur les maladies des membranes hyalines et le suivi après l'inhalation de surfactants, on peut le suivre à l'échographie sur l'amélioration sur les paramètres ventilatoires. Ça a complètement transformé la donne. Et dans les services de réanimation néonatale qui pratiquent l'échographie, il n'y a quasiment plus de radiographies qui sont faites. Merci. Merci. On va pas... Il y a encore une question? Une dernière. Et on va s'arrêter, on passe à la communication tout à l'heure, pour la suspicion de pleurésie purulente, il faut drainer tout de suite. Mais, par exemple, on n'a pas la possibilité de le faire tout de suite. Est-ce qu'on peut donner une antibiothérapie de 24-48 heures avant le drainage? Moi, je pense que... Alors, j'aurais tendance à dire que ça sort un peu du sujet de l'échographie pure. On est sur les recommandations des pleurésies infectieuses. Ceux qui me connaissent savent que si je fais la réponse, ça va durer 10 minutes. Donc, éventuellement, on en reparlera, mais on sort un petit peu de l'échographie. En tout cas, l'évacuation pleurale est une urgence dans toutes les collections de pus, quelles qu'elles soient. Donc, ça doit être une urgence. Je ne vais pas plus loin. Merci beaucoup. Merci.